Bonsoir à vous, bienvenue dans la suite de Paris Direct. Il est 23h30 à Paris, à la une de l'actualité. Un drame migratoire sans précédent dans la Manche. Au moins 31 personnes ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. C'est le bilan le plus meurtrier jamais enregistré ces 3 dernières années. 4 passeurs suspects ont été arrêtés. Notre envoyé spécial Jonathan Walsh nous attend à Calais. On le retrouve dès le début de ce journal. Et face à ce drame, l'onde de choc se propage entre Paris et Londres. Le Premier ministre britannique a convoqué ce soir une réunion de crise. Il appelle la France à en faire plus. Ensemble, côté français, Emmanuel Macron demande, lui, le renforcement immédiat de Frontex et une réunion européenne d'urgence. À la une également, l'Allemagne s'apprête à tourner une page de son histoire. 2 mois après les élections législatives, la coalition Feu Tricolore est en place. Elle regroupe les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Le point sur leur programme à suivre. On commence donc ce journal par cette tragédie jamais vue dans la Manche. 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Il s'agit de loin du drame le plus meurtrier depuis la multiplication de ces traversées en 2018. Jonathan Walsh est notre envoyé spécial à Calais. Bonsoir à vous. Quelle est la situation sur place ? Écoutez, je me trouve actuellement sur le port de Calais, aux abords immédiats du quai où les corps de ces migrants morts en mer ont été ramenés aujourd'hui. Depuis des heures, on a pu voir le va-et-vient incessant des corbillards qui ont évacué les corps de ces migrants du port. On a pu voir aussi des militants, des habitants de Calais venir allumer des bougies en mémoire de ces migrants morts en mer. Et puis je me trouve avec Juliette Delaplace, chargée de mission auprès des exilés pour le Secours catholique. Juliette Delaplace, merci d'être avec nous. D'abord, une question toute simple après ce drame, après ce naufrage. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé aujourd'hui est étonnant ? Tout d'abord, je tiens à dire que pour chaque décès, nous sommes effondrés vraiment. Chaque décès, c'est une personne avec ses rêves, ses espoirs, son parcours singulier qui disparaît. Alors voilà, ce soir, nos pensées vont avant tout vers ces personnes et vers leurs proches. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis les années 99, il y a eu plus de 340 décès à la frontière. Depuis le mois de septembre, ce sont 5 personnes qui sont décédées à la frontière et 6 disparues. Pour être transparente, ce matin encore, on était à l'enterrement de Abdallah, qui est décédé dans un naufrage le 4 novembre dernier. Donc la mort ici à la frontière, elle est vraiment présente tout le temps. Elle est vraiment conséquence des politiques migratoires qui sont menées ici par le gouvernement. Elles sont conséquences du renforcement de la frontière. Ce drame intervient quelques jours à peine après le fait que Gérald Darmanin annonce déployer 11 millions supplémentaires pour le contrôle de la frontière. On sait les conséquences de ces millions. C'est que les gens vont prendre des risques encore plus importants pour échapper au contrôle. Et puis, il y a les conséquences aussi de la lutte contre la présence des personnes exilées. Il y a eu près de 1000 expulsions de campements en 2020. 1000 expulsions de campements, il y a 365 jours dans une année. Ça dit le harcèlement dont sont victimes les personnes, et ça dit du coup l'urgence dans laquelle elles se trouvent de partir à tout prix. Et est-ce que, pour reprendre ma question, est-ce que face à l'ampleur de ce drame qui est certes inédit, est-ce que vous êtes surprise au vu de votre travail, de votre accompagnement des migrants ? Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ce drame terrible, est-ce que c'est une surprise pour vous ? Honnêtement, on ne s'attend jamais à quelque chose d'aussi terrible. Donc, en ce sens, oui. Et en même temps, non. Parce qu'on sait les causes de ces décès, on les comprend. La lutte contre les points de fixation, le renforcement de la frontière et l'absence totale de possibilité d'accès vers le Royaume-Uni de manière régulière. L'absence de possibilité également de s'installer en France. Donc, des gens qui sont dans une impossibilité, si ce n'est que celle de prendre des risques inouïs. Et puis, c'est pas tellement une surprise non plus parce qu'en fait, les décès font partie en fait, du quotidien ici. Ce matin,
on était avec l'équipe à un enterrement d'une personne exilée qui est décédée il y a quelques semaines seulement. Voilà la réponse que je peux vous faire. Et aujourd'hui, on a entendu de nombreux responsables politiques, à commencer par le Premier ministre Jean Castex lui-même, pointer du doigt les passeurs dans ce drame et dans les autres drames similaires qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que les responsables politiques ont raison de pointer du doigt ces passeurs ? Alors moi, je voudrais répondre en 2 temps. La première chose, c'est que les responsables politiques ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité dans le harcèlement et la violation des droits fondamentaux des personnes exilées chaque jour à la frontière. C'est ce harcèlement qui pousse les personnes à prendre des risques immenses pour partir coûte que coûte, même quand les conditions ne sont pas réunies. C'est une première chose. Une deuxième responsabilité qu'a le gouvernement, c'est de ne permettre aucune facilité à des personnes pour demander l'asile en France et pour être régularisées, alors même que l'Angleterre n'est pas leur premier choix. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que les réseaux de passeurs, et c'est un consensus entre les associations, entre le monde de la recherche, c'est que ce qui fait naître les réseaux de passeurs, c'est l'absence de voies sécurisées pour traverser une frontière. Le renforcement d'une frontière, la mobilisation de détecteurs de battements de cœur, de détecteurs de chaleur humaine, de chiens, de barrières extrêmement sophistiquées, de moyens de contrôle très technologique. En fait, tout ça, ça encourage le recours à des moyens, le recours à des techniques, le recours à des stratégies, et donc ça encourage le recours à des réseaux organisés. Voilà pour vous répondre. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que les personnes, elles tentent pas, coûte que coûte. On voit des personnes qui tentent en kayak, on voit des personnes qui tentent en bateau gonflable, sans passeur. Donc coûte que coûte, quelle que soit leur possibilité, les personnes essayent de passer. Et c'est là où, au lieu de tourner la responsabilité vers les passeurs, le gouvernement ferait bien d'observer ce que lui il peut faire. Et nous, on a plein de propositions pour changer la situation et protéger les vies de ces personnes. Alors justement, très, très brièvement, en quelques mots, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au pouvoir politique pour que le type de drame qui a eu lieu aujourd'hui ne se reproduise plus ? Nous, on formule les mêmes demandes depuis des années. Pour rappel, Anaïs, Ludovic et Philippe ont été en grève de la faim 38 jours avec des demandes très simples que l'on soutient et qui sont, en premier lieu, arrêter les expulsions de campement, arrêter le vol des affaires personnelles et couvrir les besoins fondamentaux des personnes exilées ici à Calais. Parce que le quotidien, chaque jour, survivre est une épreuve ici, sur le littoral. C'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est une fois que l'urgence est réglée, bien sûr, il faut chercher des solutions sur le long terme et nous, on sait lesquelles. La première chose, c'est permettre aux personnes de demander l'asile en France sans avoir cet obstacle du règlement Dublin qui crée des obstacles très longs où les personnes sont bloquées parfois jusqu'à 2 ans dans des procédures administratives avant même de pouvoir demander l'asile en France. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est pouvoir régulariser des personnes qui ne seront pas renvoyées dans leur pays. Ici, la nationalité des gens qu'on rencontre, ce sont des personnes soudanaises, érythréennes et afghanes. Ces gens-là ne seront pas renvoyés. Donc il faut pouvoir les régulariser après un certain temps. Et la troisième chose, c'est bien sûr, pour des personnes qui coûte que coûte essaieront d'aller en Angleterre, négocier avec le Royaume-Uni des voies d'accès légales. Je vais vous prendre un exemple, c'est celui d'Yasser, qui est décédé le 28 septembre. Au moment de son enterrement, il y a son oncle d'Angleterre qui est venu à Calais. Son oncle et sa tante avaient une chambre pour lui en Angleterre. Il était attendu. Il n'a pas pu aller au Royaume-Uni de manière légale. Ce garçon, il aurait tenté coûte que coûte d'aller au Royaume-Uni et il l'a tenté au prix de sa vie. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut absolument faire cesser en trouvant des solutions, en écoutant les personnes. Juliette Delaplace, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, on vous rend l'antenne et nous continuons à suivre ici à Calais les développements dans les jours qui arrivent suite à ce terrible naufrage qui a eu lieu aujourd'hui. Jonathan Walsh en direct de Calais. Sachez que le ministère de français de l'Intérieur nous informe à l'instant que le bilan de ce naufrage est ramené à 27 morts et non plus 31 comme nous annoncions au début de ce journal. Merci à vous Jonathan Walsh, merci à votre invitée Juliette Delaplace, chargée de mission au secours des exilés pour le Secours catholique. Merci beaucoup à vous deux. Dans le reste de l'actualité, c'est un drame qui avait alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020 aux États-Unis. Le meurtre d'Ahmaud Arbery, cet Afro-Américain abattu alors qu'il faisait son jogging. 3 Américains blancs ont été reconnus coupables ce mercredi. Il s'agit de Travis McMichael, l'auteur des coups de feu mortels, de son père, Gregory McMichael, et de leur voisin, William Bryan, qui a participé à la poursuite. On en parle avec vous, Mathieu Mabin. Bonsoir à vous. Mathieu, c'est l'issue d'un procès qui s'est déroulé sous haute tension.
Oui, absolument. Et il aura fallu donc un peu plus de 11 heures au jury, 11 heures de délibération réparties sur 2 journées complètes pour parvenir à un verdict. Le tribunal de Brunswick en Géorgie s'est donc prononcé coupable, coupable et coupable. Les 3 hommes poursuivis pour le meurtre du jeune Ahmaud Arbery ont tous 3 été reconnus coupables à différents degrés. 9 chefs d'inculpation ont été scrupuleusement étudiés par les 12 membres de ce jury populaire de Géorgie. Travis McMichael, que vous venez de nommer, a été reconnu coupable de 9 chefs d'inculpation sur 9. Il était l'auteur du coup de feu qui a coûté la vie au jeune Afro-Américain. Gregory McMichael, son père, a quant à lui été reconnu coupable de 8 chefs d'inculpation sur 9. Et quant au dernier homme à comparaître, un voisin qui s'était joint à la traque et qui avait même filmé la scène, lui aussi a été reconnu coupable de meurtre dans 7 chefs d'inculpation sur 9. Rappelons que la participation même techniquement inactive à un homicide est jugée avec une sévérité presque équivalente par la loi de Géorgie, ce qui explique ces sanctions. Le verdict était aussi attendu que redouté, vous l'avez dit, et à la différence de ce qui se passe en Europe, les procès ici aux États-Unis sont souvent filmés. Et on a donc pu mesurer le soulagement éprouvé par le juge Timothy Walmsley à l'annonce du verdict. Cette triple culpabilité annonce effectivement que les prochaines nuits à Brunswick seront plus calmes que redoutées et que l'Amérique n'assistera pas à une nouvelle série d'affrontements comme cela a pu être le cas lors de l'affaire George Floyd notamment, on s'en souvient. Le jury était donc, Mathieu, composé d'une majorité de citoyens blancs et on sait que ce facteur inquiétait les associations de lutte pour l'égalité des droits. Est-ce que ce verdict nous dit que les lignes sont en train de bouger aux États-Unis dans ce domaine ? Oui, effectivement, le jury était composé de 11 jurés blancs et un seul juré noir dans un comté qui compte pourtant une communauté afro-américaine à hauteur de 26% de la population. Un véritable déséquilibre donc qui a effectivement inquiété les autorités de l'État jusqu'au dernier moment. Les statistiques de la justice américaine montrent, on le sait, que dans un contexte comme celui-là, bien souvent les accusés sont acquittés. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, les lignes semblent bouger. Et dans ce cas précis, on assiste à une réduction de la fracture communautaire tellement redoutée. La mère de la victime, Ahmaud Arbery, s'est longuement confiée à France 24 au cours des derniers mois et je puis vous assurer que ce verdict est pour elle un profond soulagement. Mathieu Mabin en direct de Washington. Merci à vous, Mathieu. Autre titre de l'actualité ce soir, l'Allemagne qui ouvre une nouvelle page de son histoire, celle de l'après-Merkel, avec un gouvernement et une alliance inédite composée des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux. Ils ont conclu ce mercredi un contrat de coalition qui va donc les guider pour les 4 prochaines années. Sortie du charbon, légalisation du cannabis, Europe souveraine. On fait le point sur les grandes lignes du gouvernement d'Olaf Scholz avec Antoine Mariotti. 2 mois de négociations résumés en 177 pages. C'est le plan de bataille détaillé sur lequel la nouvelle coalition au pouvoir s'est accordée. Un savant équilibre pour obtenir une majorité 8 semaines après les élections et tourner la page conservatrice de l'ère Merkel. Nous sommes unis par la croyance dans le progrès et que la politique peut réaliser quelque chose de bien. Nous sommes unis par la volonté de rendre le pays meilleur, de le faire avancer et de le garder uni. Nous ne sommes pas sur une politique du plus petit dénominateur commun, mais sur une politique à fort impact. L'accord obtenu débouche sur une coalition fédérale inédite. Pour la toute première fois, le parti de centre-gauche SPD, les libéraux-démocrates du FDP et les Verts gouverneront main dans la main. Lors de leur conférence de presse commune, les représentants de ces 3 partis n'ont pas caché leurs différences, mais assurent que le besoin de consensus a été plus fort, notamment sur la lutte contre le Covid, alors que l'Allemagne est submergée par une 4e vague ces dernières semaines. La fin de l'exploitation du charbon à l'horizon 2030, l'accent à mettre sur les énergies renouvelables ou encore des mesures strictes pour empêcher la dette publique de flamber sont les principaux points d'accord de ce programme. Comme dans toute coalition, la répartition des portefeuilles ministériels a été soigneusement pesée et négociée. Les Verts s'arrogent les affaires étrangères et un tout nouveau super-ministère du climat et de l'économie créé pour l'occasion. Les finances reviennent aux libéraux du FDP alors que le SPD du futur chancelier Olaf Scholz rafle notamment l'intérieur, la défense, la santé et le travail.